Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, même si c'est dans un contexte de chute des marchés financiers et de forte incertitude. À chaque fois que ce type d'événement se produit, c'est toujours la même chose. On a l'impression que tout va s'écrouler, que cette fois-ci c'est différent et du coup c'est vraiment pas facile de ne pas céder à la panique. Le fait que les marchés financiers tremblent actuellement, ça reflète notamment les fortes incertitudes au niveau macroéconomique. Personne ne sait quelles vont être les conséquences exactes de la mise en place des tarifs douaniers entre les US et le reste du monde, si c'est parti pour durer. Mais si c'est le cas, ça pourrait être un véritable changement de paradigme concernant le commerce mondial, la réindustrialisation de certaines zones du monde et dans une certaine mesure, il y a le risque de ralentissement de l'économie mondiale, voire de récession. En tant qu'investisseur, je ne pense pas que ce soit très productif d'essayer de deviner exactement quelles vont être les conséquences et quand est-ce qu'elles risquent de subvenir. En revanche, ce que je trouve plus intéressant à faire, c'est de faire un audit de son portefeuille et par exemple de chercher à savoir si les actions que j'ai en portefeuille ont des chances de continuer à performer dans un contexte macroéconomique différent, comme celui par exemple du ralentissement des échanges commerciaux mondiaux et de l'augmentation de l'inflation. Pour un investisseur, détenir des actions qui performent à la fois quand tout va bien et à la fois quand tout va mal, c'est véritablement du pain béni pour traverser les tempêtes, les crises beaucoup plus sereinement. Donc dans cette vidéo, je partage avec vous 3 exemples d'actions d'entreprise de grande qualité qui ont 7 caractéristiques rares et pour chacune d'elles, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à remettre en question tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est important, et à faire vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. La première société dont on va parler aujourd'hui, c'est un grand classique, il s'agit de Visa. Alors, Visa, c'est un peu le business model ultime, ça coche presque toutes les cases qu'on pourrait avoir sur une checklist d'investissement. Donc pour rappel, Visa, c'est pas une banque, mais un réseau de paiement. C'est juste un intermédiaire qui permet d'effectuer une transaction via carte bancaire entre la banque du client et la banque du commerçant. Donc ce qui fait leur force, c'est premièrement que c'est le plus grand réseau de paiement au monde. Ils se partagent le marché mondial avec Mastercard notamment depuis des années. Deuxièmement, Visa, ce n'est pas une banque, donc ses revenus, ce ne sont pas des intérêts, ce sont des frais de transaction. Et le fait d'être simplement un réseau de paiement, ça veut dire que c'est un business qui est asset light, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des agences en physique ou d'immobilisation assez lourde particulière. Donc, ça veut dire pas de dette financière et beaucoup de cash au bilan. Et le fait que ce soit un réseau de paiement, ça veut aussi dire qu'ils ont peu de charges associées à leur activité, donc qu'ils ont des niveaux de marge très élevés, supérieurs à 65%. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que Visa gagne à tous les coups? Déjà, en période de croissance économique, le pouvoir d'achat des gens augmente, donc les gens consomment plus. Et ces dernières années, ça s'est accompagné avec la démocratisation des paiements électroniques au détriment de l'argent liquide. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, quand les temps sont bons, les dépenses qu'on appelle discrétionnaires explosent. Donc ça va être les voyages, les sorties au restaurant, le shopping, etc., etc. Donc les revenus de Visa aussi. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe pour Visa en période de crise, si on essaye de se projeter. Le point de base à comprendre vraiment, c'est le côté incontournable de leur business. Visa, ils agissent comme un péage sur tous les paiements effectués par carte bancaire via leur réseau. Donc peu importe la situation macroéconomique, finalement, les gens ils doivent continuer à aller faire leurs courses pour manger, s'habiller, etc. Ils vont continuer à se déplacer, donc acheter leur carburant, se soigner, etc. etc. Donc crise ou pas, la vie continue et les gens ils doivent continuer à consommer. Le deuxième point, il concerne l'inflation. En période d'inflation, ce qui pourrait pointer le bout de son nez dans les prochains mois peut-être, Visa, ils en profitent aussi pour la simple et bonne raison que ces revenus, ce sont un pourcentage de frais sur tous les montants dépensés par carte bancaire. Donc la hausse générale des prix, ça aurait pour effet de faire augmenter mécaniquement les revenus. Le troisième point, il est davantage en lien avec la solidité de leur modèle, parce que justement, c'est un modèle qui est très peu risqué. Visa n'assume aucun risque de crédit, contrairement aux banques qui émettent, elles, les cartes bancaires. Et deuxièmement, comme on l'a dit, c'est un business qui est asset light, ça veut dire qu'ils n'ont pas de dette, donc ils sont insensibles aux variations des taux d'intérêt, par exemple, en cas de crise financière, et ils ont un matelas de cash en cas de pépin. La seconde société dont on va parler aujourd'hui, elle est véritablement hors du commun. C'est l'action préférée de Charlie Munger, il s'agit de Costco.
D'ailleurs, Charlie Munger, il est connu pour adorer en parler, à tel point que Warren Buffett avait fait une blague à ce sujet pendant une des AG de Berkshire. Je vous la fais en rapide. Donc, Warren et Charlie sont dans un avion qui a été détourné par des pirates. Un des pirates leur demande quel serait leur dernier souhait avant de mourir. Il demande d'abord à Charlie, et Charlie dit « J'aimerais faire mon discours sur Costco une dernière fois avant de mourir ». Et le pirate se tourne vers Warren qui répond « Shoot me first ». Bon, Costco, c'est un business model hors norme, c'est un peu l'anti-entreprise. Faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée un jour, tant il y a de choses intéressantes à dire. Mais en gros, c'est un géant de la vente en gros pour les particuliers. Ils ont des immenses entrepôts comme on voit sur la slide aux quatre coins des États-Unis et dans plein d'autres pays maintenant, où tu peux trouver tout type de produits alimentaires ou non en grande quantité et à bas prix. Et pour accéder à ces entrepôts, tu dois payer un abonnement qui coûte 65 $ par an pour l'abonnement de base. Et quand je dis que c'est un peu l'anti-entreprise, c'est parce que leur objectif à Costco, c'est d'augmenter leur prix le moins possible pour les clients. Que ce soit les prix des marchandises qu'ils vendent dans leurs entrepôts. D'ailleurs, ils font le choix d'appliquer au maximum 14% de marge sur les produits qu'ils vendent, ce qui est très très peu. Et ça concerne aussi augmenter le moins possible le prix de leur abonnement. Je crois qu'ils l'ont fait assez récemment et ça faisait très longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait. Mais 65 $ par an pour la valeur que ça apporte, ça reste peanuts. Alors tout ça c'est possible parce que premièrement, ils génèrent du cash principalement par les abonnements des 136 millions de membres qu'ils ont à travers le monde. Et on le voit ici, ils ont un taux de rétention de leurs membres de 90%. C'est énorme et ça prouve bien qu'ils ont une base de clients extrêmement fidèles et que leur proposition de valeur, elle est extrêmement intéressante. Donc ça, c'est le premier pan de leur modèle. Et le deuxième pan, c'est qu'ils sont extrêmement efficients dans leurs opérations. Alors déjà, ils proposent un nombre très limité de références différentes dans leurs entrepôts. Et ça a pour conséquence une rotation rapide des stocks et un pouvoir de négociation extrêmement fort avec leurs fournisseurs. Les autres points à mentionner, c'est qu'ils ne font pas de publicité, donc ils ont un P&L vraiment light. Et enfin, ils ont des entrepôts et pas des magasins. Et dans leurs entrepôts, forcément, leurs produits sont en palette. Le fait qu'ils arrivent à proposer des prix plus bas que leurs concurrents sans compromettre la qualité des produits qu'ils vendent, ça leur garantit qu'en période de crise économique ou de forte inflation, les consommateurs qui seront plus que jamais sensibles au prix, ils vont affluer dans leurs entrepôts. Donc, ça va faire une vague importante de nouveaux clients en pleine période de crise économique, ce qui est assez cocasse. Et ce sont des clients qu'ils seront susceptibles de conserver sur le temps long vu leur taux de renouvellement. Bref, Costco, c'est un refuge contre l'inflation. Quand les prix augmentent partout ailleurs, le consommateur a l'impression que Costco défend son intérêt en limitant les hausses au strict minimum. Et ça explique pourquoi l'action se paie si cher depuis pas mal d'années maintenant. Pour le troisième exemple, je me devais de parler d'une entreprise en lien avec le secteur de la santé, parce que c'est un secteur qui est considéré comme défensif. Je vais expliquer juste après pourquoi. L'entreprise que j'ai choisie, c'est Thermo Fisher Scientific. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi ? Parce que c'est un géant plutôt discret mais essentiel au secteur de la santé mondiale. Géant parce qu'ils font plus de 40 milliards de dollars de revenus et 7 milliards de free cash flow. Et essentiel parce qu'ils produisent et ils vendent des équipements et des consommables aux laboratoires de recherche, aux entreprises pharmaceutiques, aux centres de diagnostic et aux hôpitaux. Les produits qu'ils vendent, ça va être du matériel de laboratoire, par exemple des pipettes, des seringues stériles, etc. Ça va être des équipements de laboratoire, des instruments de laboratoire comme des microscopes ou d'autres instruments de mesure. Ça va être aussi des kits de test pour les centres de diagnostic, par exemple. Ils proposent également des produits chimiques et des services d'analyse en biologie, de ce que je comprends. À noter qu'ils fournissent également des services aux entreprises pharmaceutiques, notamment en ce qui concerne la fabrication de médicaments. Et donc, ce qu'on vient d'énumérer, c'est exactement ce qui fait leur force. Donc, premièrement, ils ont une palette large de produits et de services. Ça va du consommable assez basique et récurrent à des équipements de mesure plus complexes, par exemple. Et cette palette de produits, ils les vendent à différents types de clients, donc des clients privés, comme des laboratoires privés, des entreprises pharmaceutiques, mais aussi des organisations publiques comme des universités, des centres de recherche publics, etc., etc.
Et les fournisseurs d'équipements et de services comme Thermo Fisher, ils bénéficient de contrats long terme avec certains de leurs clients, donc comme les hôpitaux, les universités et certaines entreprises pharmaceutiques. Donc ça veut dire des revenus relativement prévisibles. Et l'autre point, c'est qu'ils vendent des produits essentiels pour leurs clients. Si demain Thermo Fisher disparaît, ça va mettre à l'arrêt tout un tas de laboratoires de recherche, d'hôpitaux, d'entreprises pharmaceutiques. En intro, je vous disais que le secteur de la santé, il était considéré comme défensif, tout simplement parce que ça répond en fait à un besoin essentiel qui est de soigner la population. Donc la demande, elle est historiquement stable. Il y a un autre point un peu macro qui est intéressant aussi à noter, c'est le vieillissement global de la population qui s'accélère. Ça, c'est une grosse tendance à long terme. Donc plus les gens vivent longtemps, plus ils consomment de soins médicaux, de médicaments et d'assistance. Ça paraît assez logique. Et une entreprise comme Thermo Fisher, elle va être là justement pour en profiter de part et d'autre de la chaîne de valeur, entre guillemets. Et pour finir, le petit bonus, si on veut pousser un peu l'exercice, c'est que Thermo Fisher profite également des crises sanitaires. Le revenu d'ailleurs, il a explosé en 2020 suite au Covid. Et on peut facilement imaginer qu'il pourrait également profiter financièrement d'une guerre ou de tout autre événement sanitaire assez grave. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces 3 valeurs. Est-ce que vous en avez d'autres en tête? N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si ce format vous plaît. Si c'est le cas, je pourrais en refaire de temps en temps sur des thèmes différents. Si vous avez des idées d'ailleurs, je suis preneur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!